Alors pour moi, bon, nous sommes en démocratie, c'est indéniable. Mais il y a démocratie et donc il y a différents niveaux de démocratie. Je pense qu'on le serait encore davantage déjà si on pouvait voter à la proportionnelle. Et puis, si on donnait les moyens à la justice de fonctionner, parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour qu'elle puisse jouer son contre-pouvoir et offrir une justice qui soit égale pour tout le monde. Voilà. Et de même, voilà, si tout le monde peut avoir accès à la santé de manière unilatérale, et aussi par rapport à l'éducation, et si ne pas laisser des gens, ne pas laisser des laissés pour compte. Voilà. Hein, pour moi, la démocratie idéale, c'est celle-là. Voilà. Et je pensais par rapport à la jeunesse qui est livrée à elle-même, qui est dans l'errance. À une certaine époque, je crois que c'était dans les années 70-80, il y avait des îlotiers dans les cités. Il y avait des éducateurs de rue qui pouvaient les aider à justement respecter les lois, ne pas utiliser la violence quand il y avait un manque quelque part. Et je pensais qu'il faudrait donc restaurer ce genre d'aide pour ces jeunes-là. Et en même temps, au niveau de l'écologie, on a besoin de nettoyer les montagnes, on a besoin de nettoyer les campagnes, on a besoin de nettoyer les mers aujourd'hui. Et pourquoi enfermer des jeunes en prison pour des petits délits où ils vont côtoyer des djihadistes et devenir encore pire que ce qu'ils étaient en entrant en prison? Pourquoi ne pas leur demander justement de faire ces actions-là, de restaurer le patrimoine qu'on n'arrive plus justement à entretenir? Voilà, moi je propose ce genre d'action. Voilà. Eh bien, vous voyez, je vais vous faire plaisir. Il y a une ville, une agglomération en France, qui a fait le choix de ce que vous décrivez, c'est-à-dire de multiplier ce qu'on appelle les travaux d'intérêt général plutôt que la prison. Et nous avons fait ça à Pau. Et à Pau, aujourd'hui, il y avait autrefois, je crois, 3 ou 4 travaux d'intérêt général. Et par une décision que nous avons prise, il y en a cette année 156. On a pris 156 jeunes qui avaient fait des bêtises comme ça, et au lieu de les envoyer en prison, eh bien on leur a offert à la fois la possibilité d'être utiles et la possibilité de recevoir une formation. Et jusqu'à cette date, je touche du bois, ça marche très bien. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Parce que notre but, je regarde mes collègues et l'administration de la ville, notre but est qu'on arrive à plus de 200. Je trouve que c'est, alors pour le coup, une œuvre d'intérêt général formidable. Parce que, à bien des égards, la prison, pardon Madame Ponce, est un pourrissoir. Se propage dans les murs de la prison un certain nombre de pratiques, d'habitudes, d'idéologies qui sont, hélas, déstabilisantes et destructrices. Et c'est pourquoi je suis très fier que nous ayons pu faire plus qu'aucune autre ville de France sur cette offre de travail d'intérêt général. Mais il y a des... Oui, ben, il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire sur le plus grand nombre possible. Voilà, là, c'est bon. Et je vous assure que les collègues qui sont en charge de l'application des peines, quand ils peuvent
faire exécuter des travaux d'intérêt généraux, ils le font. Mais il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des lieux d'accueil, et donc il faut qu'il y ait une coopération entre la justice et d'autres partenaires. Voilà. Et puis, c'est quand même assez contradictoire, parce que vous entendez, là, moi je suis très, très, très favorable aux travaux d'intérêt généraux, mais quand vous entendez également les citoyens, on vous dit prison, prison, prison. Il y a une demande d'enfermement. Si on écoute les citoyens, une très forte demande de mettre les gens en détention. Donc c'est un peu contradictoire, si vous voulez. On considère que la prison, effectivement, c'est pas le meilleur système pour éduquer les gens, mais par ailleurs, à la moindre chose, on dit, allez, il faut enfermer. Voilà. Donc si vous voulez, là aussi, il faut réfléchir aussi, ce qui est utile pour la société. Voilà. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport toujours à ces jeunes qui auraient besoin d'être davantage soutenus. Je suis psychologue de formation et un jeune qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas l'autorité, face à la nature, c'est la nature qui va lui donner les règles. Parce que s'il ne les respecte pas, eh bien, il craint de se blesser ou même de mourir. Et donc, que les éducateurs les amènent en montagne, faire de l'escalade, ou sur un bateau face à la mer, ou autre, voilà, ou faire du cheval, ou voilà, prendre des risques comme ça, c'est le meilleur moyen de respecter les règles. Bien, merci beaucoup. J'avais promis à ce monsieur-là. Vous allez avoir la parole, tout le monde va avoir la parole. Monsieur Bayrou, je vais vous rajeunir. La dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était en 1996. La tribune n'était pas ici, elle était là-bas. Et il y avait monsieur Marcel Cazalet, de la Chambre d'agriculture, plus ses autres fonctions. Il y avait monsieur Chalmin, économiste. Il y avait vous, bien sûr, et quelques autres huiles. Moi, je suis paysan retraité. J'étais dans cette salle avec monsieur Schmitt, des renseignements généraux, qui a pris sa retraite à Arthès-d'Asson maintenant. Et j'ai été effaré par les propos que j'ai entendus, de la part de monsieur Chalmin en priorité, bien sûr. À savoir que le prix du maïs allait être fixé à Chicago, d'accord, comment dirais-je, oui, il y avait monsieur Chalmin a précisé qu'il y aurait un gué à traverser pour les paysans, peut-être que vous vous en souvenez, et en ajoutant, et les paysans vont devoir s'alléger. Alors, comment prendre ce terme? Monsieur Schmitt, DRG, m'a regardé effaré. Il savait très bien, il avait deviné qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Je suis rentré chez moi en disant à mon épouse, c'est mort. Non, c'est mort. Là-dessus, pour les quotas, monsieur Moreau, monsieur Moreau de Lonillet, j'ai réussi à l'avoir au téléphone parce qu'il fallait que la Chambre d'agriculture étant quasiment une mafia, il faut avoir la carte de la Fédé pour avoir des quotas, de la DDA aussi. Donc j'ai pu avoir monsieur Moreau de Lonillet à Paris. J'ai discuté avec lui au téléphone et le monsieur m'a dit, il est très très correct, il m'a écouté gentiment, il m'a dit à la fin, bon, là-dessus, je comprends ce que vous voulez dire, mais j'ai quelque chose de pas réjouissant à vous dire. Vous devez disparaître. C'est prévu. Le problème, c'est que rien n'est prévu comme pour la sidérurgie. Alors, si bien que maintenant, quand je vois les gilets jaunes, la puissance, d'ailleurs, quand on est allé au premier barrage, parce que par curiosité, je suis allé, j'ai vu le nombre de femmes présentes, même des gens de mon village que je ne soupçonnais même pas d'être du côté gilets jaunes, je peux le dire. J'ai dit à mon épouse, c'est ce qui se passe, n'est pas ordinaire. Ça s'est passé à l'automne. En général, les mouvements sociaux à l'automne, vous savez ce que c'est, quand on prend de l'âge, ou on a le même âge quasiment, on commence à s'enfermer, c'est les mauvais jours, les feuilles tombent, bon bref, c'est surtout vers le printemps. Si bien que l'Europe, je vais vous dire, en fin de compte, la France, elle n'existe plus. On tourne en rond, les politiques font semblant de croire qu'ils ont encore des décisions qu'ils peuvent prendre, mais c'est que du local. Vous savez très bien que les commissaires européens n'en font qu'à leur tête, ils ne sont pas élus. Et donc, derrière, il y a d'autres personnes, je ne sais pas quels sont les... comme je dis, Macron est commandant du navire, mais les armateurs, on ne les connaît pas. Qui sont les armateurs derrière? On va couler ce pays. Ce pays est mort.
Et l'Europe va tuer ce pays. Et je peux vous dire que, comment dirais-je, je prends toujours l'exemple de la personne qui est chez elle. Elle connaît par cœur son environnement, les chaises, les tables. Et puis, il fait nuit, la lumière se coupe. Qu'est-ce que fait la personne? Pourtant, connaissant son truc, elle étend les bras pour chercher ses repères. Or, les gens avec les gilets jaunes, c'est une majorité des gens de la France périphérique qui s'aperçoit instinctivement qu'elle perd ses repères. C'est mort. C'est mort. Monsieur, jamais oui. je n'accepterai de dire c'est mort. Eh bien oui, bah écoutez. Parce que une vie d'homme, oui. de femme, j'ai réussi ma vie, Monsieur Bayrou, j'ai réussi ma vie. Eh bien, vous voyez, oui, une vie je parle en tant que patriote, je parle. J'ai 824 € pour vivre chaque mois. Voilà, non, mais j'arrive à me débrouiller, je suis encore valide. Je fais mon bois, le potager, donc je me plains pas. Une vie de femme et d'homme, oui. C'est de refuser de se plier à la fatalité. Mais comment voulez-vous lutter contre l'Europe? C'est elle qui tient les clés. L'Europe, c'est nous, vous ne comprenez pas ça? Non, c'est mort. Excusez-moi de vous le dire. Mais ça n'est pas parce que vous hurlez que vous avez raison. Voilà. Ça n'est pas parce que vous hurlez que vous avez raison. Les normes européennes nous ont coulé. Si les vous... petites exploitations comme les nôtres, elles devaient disparaître. Même les hirondelles devaient être interdites dans les étables. Nous sommes en désaccord et je n'ai pas l'intention de faire de la polémique. Un autre point, on reçoit, nous, les photos satellites. Chaque paysan reçoit les photos satellites. Mais on est fliqués comme jamais. On peut voir nos vaches dans les champs et on nous soutient qu'on n'a pas vu les colonnes de djihadistes dans le désert syrien. Mais c'est de la folie. C'est la folie. C'est de la folie. Très bien. Très bien. Monsieur qui lève la main depuis... Oui, merci, Monsieur Bayrou. Je commençais à avoir des crampes. Bon. Et oui, je voulais intervenir pour approfondir la question qui a été faite par Monsieur D'Artigol au sujet de la loi dite Casseur. Vous êtes bien le président du MoDem. Bien. Vos députés ont voté à cette loi. Ah non, il y en a une ici qui n'a pas voté. Je n'ai pas fini. Oui, justement, mais je m'apprêtais à dire que Mme Boyetto s'est abstenue. J'aurais préféré que vous votiez contre. C'est un début. Mais les autres députés du département, ils ont tous voté pour. Alors, comment vous situez-vous? Est-ce que vous êtes pour cette loi anti-casseurs? Eh bien, cette loi anti-manifestation? Vous allez me permettre de répondre. Hein? Moi, j'ai un principe simple que j'ai toujours défendu. Chaque fois qu'il y a une décision qui limite la liberté individuelle de quelqu'un, il faut qu'elle soit prise par un juge. Et donc, c'est une chose assez simple, parce qu'elle relève de principes, et j'ai bon espoir que d'ici à quelques jours ou semaines, ce principe sera à nouveau respecté. J'ai toujours été pour l'idée que, oui, parfois, il faut restreindre la liberté des gens parce qu'ils font des bêtises graves, parce qu'ils portent atteinte à des lois, mais c'est le juge qui doit prendre une telle décision. Très bien, mais à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je suis d'accord même avec vous. Eh ben, mais les juges, ils appliqueront, ils mettront en application la loi que vos élus ont votée. Non, la loi qui existe en France depuis des siècles. Non, c'est une... La loi sur anti-casseurs, je m'excuse, mais enfin, c'est une loi totalement différente de ce qui existe aujourd'hui. Totalement différente. D'abord, je ne suis pas sûr aussi différente que ça, mais enfin bon, peu importe. Absolument. Vous m'avez interrogé sur ma vision, je vous ai répondu sur ma vision et mes principes. Voilà. Ensuite, j'avais une autre question qui concerne l'ingérence par rapport à un pays qui s'est doté d'un président, et là, un président autoproclamé, et nous, Français, par le biais de notre président, on s'oppose à cette nomination, mais c'est pas possible. Monsieur,
Si vous voulez défendre le Venezuela, faites-le. Je ne défends pas le Venezuela. Moi, jamais je n'aurais imaginé qu'un pays aussi riche comme le Venezuela puisse être à ce point trahi, vendu, abattu, que les femmes soient obligées d'aller vendre leurs cheveux pour acheter des antibiotiques parce qu'il n'y en a plus. C'est un pays en décomposition et en ruine par un régime politique qui est un régime politique qu'on devrait avoir honte de soutenir. Voilà. C'est un J'ai pays, rien de plus à ajouter. Monsieur Bayrou, c'est un pays avec d'énormes richesses et c'est ça ce qui est visé. D'énormes richesses en or, la plus grosse richesse et réserve de pétrole, c'est tout ça, le Venezuela. Toutes ces énormes richesses-là, ils les ont dilapidées. Mais elles existent encore. Ils ont coulé le pays. C'est la mainmise qui veut tomber là-dessus. En tout cas, moi, aucune indulgence. Oui, non mais... Alors, si en France, on se dote d'un pouvoir politique, le nôtre, qu'on a actuellement, que j'apprécie pas trop, mais enfin il y est. Si un autre pays venait nous dicter, non, il est autoproclamé, ou non, votre démocratie, on n'en veut pas, et on va vous combattre, qu'est-ce que vous diriez, monsieur Bayrou? Qu'est-ce que vous diriez? Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Alors n'insistons pas sur la polémique. Ils ont un président qui a été élu, point. Le Venezuela est aujourd'hui le pays le plus honteux de la planète. Voilà, si vous ne voyez pas ça, vous ne voyez rien. Il faut y aller. Nous avons la chance, monsieur Bayrou, merci de me laisser la parole, d'avoir parmi nous... Attendez, on va se taire. Nous avons la chance d'avoir parmi nous des professeurs de droit public. Alors je vais me permettre de leur poser une question qui concerne la démocratie. L'élection des députés à la proportionnelle. Alors, modalité et conséquences, c'est la première question. Deuxième question, la prise en compte des votes blancs, modalité et conséquences. Parce qu'on en parle beaucoup, mais pour moi, ce n'est pas aussi simple que cela. Merci. Alors, je commence juste sur la proportionnelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très porté. C'est quelque chose qui a été combattu avec la Ve République et la mise en œuvre de la Ve République comme une sorte de source des faillites des républiques précédentes. C'est la proportionnelle, sans doute trop importante, qui a entraîné le fait que les gouvernements en place n'arrivaient pas à mettre des politiques suffisamment efficaces de long terme. En tout cas, c'était l'analyse qui a été faite par le général de Gaulle, et c'est pour ça qu'il a imaginé la constitution de la Ve République. Sans doute que la Ve République est tombée dans le travers inverse, c'est-à-dire beaucoup misé sur l'efficacité et beaucoup moins sur la représentation. Reste qu'il faut trouver sans doute un bon équilibre entre les deux. Et même si on dit ça peut en effet marcher dans certains pays, regarder l'Allemagne, etc., je ne suis pas sûr que la culture politique française nous pousse vraiment à un consensus très efficace en termes de politique publique. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe Terner. Non, je partage cette opinion, mais il faudrait qu'ensuite notre discours soit audible. Mais sur le vote blanc, en revanche, moi j'y suis assez favorable. Mais pourquoi faire? Parce qu'une fois que vous avez identifié des votes blancs, quelle en est en quelque sorte la sanction? Alors bien sûr, ça exprime une opinion, un vote blanc c'est une opinion, mais... Oui, alors non, ça c'est pas pareil, mais monsieur nous a interrogé sur le vote blanc. Moi j'y suis favorable parce que les gens expriment quelque chose qui est un vote blanc, donc il est normal de le comptabiliser à la différence des votes nuls. Pour l'instant c'est tout cumulé, donc moi je suis assez favorable, je suis même très favorable. Mais c'est tout. Pourquoi faire, en quelque sorte? Je sais pas. Alors, il y a une réponse. Il y a une réponse assez simple.
Non pas la réponse maximale qu'on vient d'entendre là, parce que ça aurait d'assez lourds inconvénients. Il y a une réponse simple. On peut comptabiliser les votes blancs au premier tour, et au premier tour, s'il n'y a pas une majorité de suffrages exprimés, alors on organise un deuxième tour. Donc au premier tour, c'est assez facile de comptabiliser les votes blancs et d'en tirer une sanction. Au deuxième tour, c'est impossible, c'est exactement comme aujourd'hui. Au deuxième tour, même s'il n'y a que 20% de participation, ben vous êtes obligé de considérer le résultat comme acquis. Donc, si on rend le vote obligatoire, ça existe en Belgique, je l'ai rappelé la dernière fois, simplement ça a une conséquence, c'est que ceux qui ne votent pas prennent un PV, qui est en Belgique de 90 €. Est-ce que vous êtes pour le vote obligatoire? Bon, alors, excusez-moi, ayant consulté l'Assemblée la dernière fois, il y avait 80% des bras qui s'étaient levés pour le vote obligatoire. Eh bien oui, c'est... Excusez-moi, non seulement les minorités ont le droit de s'exprimer, mais ayant été minoritaire assez souvent dans ma vie, et ça arrive encore que je le reste, je dois vous dire que la protection des minorités, c'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le règne de la majorité, c'est la protection des minorités malgré tout. Voilà pourquoi je pense que c'est utile. Interroger les personnes qui veulent voter blanc ou qui ne se présentent pas au bureau de vote. Est-ce que parmi vous, il y en a qui pourraient m'expliquer, mais en toute simplicité, pourquoi ils ne vont pas voter? Parce que ce n'est pas tellement le vote blanc qui pose problème, c'est surtout le fait de ne pas se rendre aux urnes. C'est de plus en plus important dès le premier tour des élections. Est-ce que vous voulez bien vous exprimer là-dessus pour qu'on essaie d'en tirer une conclusion? Pour répondre à la question de Madame Bascou. Bonjour. Alors du coup, moi je ne vais pas voter. Je ne vais pas voter pour la raison simple, c'est que je suis obligé d'adhérer à un candidat. Or, ce candidat ne peut pas possiblement représenter toutes mes idées. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans ce candidat une partie que je prends et une partie que je ne prends pas. Donc le système en lui-même qui m'oblige à aller voter pour quelqu'un ne me convient pas, donc je ne vais pas voter. Le vote blanc serait par exemple quelqu'un qui ne trouve pas une personne lui correspondant. Moi je pense qu'une personne ne peut pas correspondre à une autre, c'est pas possible. Il faut des idées, c'est pas une personne qui regroupe un ensemble d'idées, je ne peux pas être d'accord avec cet ensemble, je peux être d'accord qu'avec certaines parties de ces idées, et non l'ensemble, donc je ne vais pas voter. Il faut le couper en morceaux. Je suis un peu du même avis que la personne qui vient d'intervenir. Quand j'analyse les programmes un petit peu de tout le monde, de l'extrême droite, je peux trouver quelque chose qui me convient. Du centre, je peux trouver quelque chose qui me convient. Le plus souvent. Le plus souvent. Ce serait bien si c'est un mélange, si c'est un petit... on aime bien les cocktails, nous les jeunes, ce serait pas mal. Voilà, c'est difficile de choisir pour une personne. Alors je ne sais pas si le résultat juste du premier tour, ce serait pas mal et qu'après vous fassiez consensus ensemble, je ne sais pas, un pourcentage, comme une petite assemblée quoi, qui aurait l'autorité. Chacun a la même importance. Voilà, je pense que ce serait bien. Merci. Le monsieur en pull au vert violet au centre de violet ou mauve. Je ne suis jamais sûr de la qualification. Non, monsieur, d'abord. Merci, oui. Moi, je reviendrai je reviendrai sur la proportionnelle. Comme tout système électoral, il y a des avantages et des inconvénients. Je rappellerai quand même qu'en 1958, le peuple français s'est prononcé pour la constitution de la Ve République
et il y a eu une majorité de oui écrasante. Pourquoi? Parce que sous la 4e République, il y avait la proportionnelle, ça ne marchait pas. Il y a même Edgar Faure qui disait que ce n'était pas un gouvernement ministériel, mais c'était un gouvernement semestriel. La 4e République, 1946-1948, et donc 12 ans, il y a eu 24 gouvernements. On a été obligé de faire la loi des apparentements, parce que ça ne marchait pas avec la proportionnelle. Alors, il faut quand même faire attention. Il y a des avantages, c'est sûr, toutes les nuances de la vie politique, de Arlette Laguillet, ou pardon, de lutte ouvrière jusqu'à Le Pen, sont représentées. Mais après, comment on gouverne? Vous avez parlé de l'Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a un consensus, mais en France, on n'a pas cette tradition. On a toujours eu la tentation de faire la politique du pire, c'est-à-dire de s'allier avec son ennemi, plutôt que de s'entendre avec son propre voisin. Donc, et je vois que dans l'Assemblée, il y a eu quand même des moments aussi où on entend beaucoup de violence, et donc, comme moi, ce que j'appelle la politique du pire. Donc, voilà pour la proportionnelle. Si je peux m'exprimer aussi sur les citoyens. Les citoyens, ils ont des droits, ils ont des devoirs. Hein, et ça, la démocratie, elle définit les droits et les devoirs de tout le monde, en particulier la liberté d'opinion, de religion, la liberté d'expression et de manifestation, la liberté de la presse. Et donc, c'est le régime, la démocratie, qui permet le plus possible de liberté. Mais est-ce qu'on ne peut avoir que des libertés sans avoir des contraintes? Est-ce qu'il n'y a pas de danger de la licence? Et donc, je m'interroge, moi, sur le fait de... Est-ce que la loi dont beaucoup de personnes se sont plaintes contre les casseurs, bon, c'est aussi parce qu'il y a un problème, à la suite des manifestations, il y a quand même des voitures qui sont incendiées, il y a eu l'Arc de Triomphe qui a été tagué. Est-ce qu'on doit laisser faire? C'est ça la question aussi. C'est pas pour opprimer le peuple que la loi a été prise, de mon point de vue, mais c'était pour faire face aux abus possibles, et que ce soit sous ce gouvernement ou sous n'importe quel gouvernement. Merci beaucoup. Attendez. Alors, j'ai promis à un jeune Pardon. homme... Excusez-moi, monsieur Bayrou. Non, je ne sais pas qui vous êtes. Monsieur Bayrou, on m'a subtilisé ma parole. J'aurais voulu que le monsieur qui avait demandé à répondre puisse le faire. J'attendais une question sur le vote obligatoire, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de dire depuis longtemps. Moi, je vote depuis que j'ai l'âge de voter. Et depuis que j'ai l'âge de voter, je vote plutôt par défaut contre. Et à un moment, j'en avais assez, donc ça fait maintenant des années que je vote nul pour que mon bulletin soit pris en compte. C'est le seul qui est compté à défaut de comptage du vote blanc. Je précise que j'ai fait des études de droit très longtemps. J'ai donc eu la chance de faire des études. Je me suis beaucoup reconnu dans ce que vous avez dit. Je n'ai pas vraiment les mêmes idées, mais j'ai envie de développer un tout petit peu. Moi, je déplore la faiblesse des idées qui est contenue à l'intérieur des textes programmatiques. Je prends beaucoup de temps à les lire. J'ai failli voter France Insoumise au présidentiel. Je ne suis pas du tout extrême gauche, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai programme. Il y avait des vraies idées, des choses. On aime, on n'aime pas. Il y avait notamment quelque chose sur les juges qui m'a retenu de le faire, la réouverture de dossiers pénal sur des choses passées qui m'avaient un peu bloqué, mais il y avait du contenu, à défaut de beaucoup d'autres programmes que j'ai vus par ailleurs. J'ai voté, mais voilà. Donc moi, j'ai quand même un vrai souci, un vrai sujet. Comment on fait pour, dans une démocratie moderne, et pour qu'on puisse se réapproprier notre pays, pour que les citoyens puissent contribuer à l'émergence d'idées sur un programme commun, collectif, national, quelque chose de plus construit.
que les gens pourraient se réapproprier, et quelque chose qui émane des gens raisonnables, assumés, admis, collectifs, et qui fasse sens pour les gens, de manière à ce que les gens puissent voter pour quelque chose et pas pour quelqu'un ou pour un cheval, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, du fond. Ça permettrait aussi de mobiliser les citoyens de manière différente. C'est-à-dire, madame dit que la justice manque de moyens, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de temps. Pourquoi les citoyens ne viendraient pas donner un coup de main pour participer à une justice populaire, mais citoyenne en tout cas, raisonnable, légitime? Ça supposerait aussi peut-être que les entreprises, le monde professionnel puissent dédier du temps à l'éducation continue, c'est-à-dire pas seulement la formation professionnelle, mais peut-être la formation citoyenne. Moi, j'adorerais reprendre des études à l'âge que j'ai. Et j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas pu faire des études, qui adoreraient en faire. De manière à pouvoir avoir un rôle de citoyen et s'engager. Parce que comme aujourd'hui le monde est complexe et difficile, et il le sera encore plus, j'ai appris des choses sur les datas, donc notamment en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, pour revenir sur ce que vous avez dit, la Chine a pris une longueur d'avance en ce qu'elle libéralise toutes les données. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une station-service, on vous reconnaît et on sait que vous avez acheté un café il y a une semaine, etc. Et on peut vous proposer des choses. Et donc le contrôle est absolu. Ça permet à la Chine de faire un saut technologique colossal aujourd'hui sur ce qui se passe. Demain, en Europe, on n'a pas choisi cette voie-là. Tant mieux, tant pis, sans doute, tant mieux. Mais du coup, ça suppose qu'on s'approprie notre nation, notre pays, d'une manière différente, parce que sinon, on sera les esclaves des nouvelles technologies. Et on le subira. Donc tout ça pour dire que c'est compliqué, et comment on fait pour se dégager du temps, pour s'instruire, construire des idées de manière collective, pour qu'on puisse être acteur de notre cité. Voilà. Merci. Alors, le jeune homme avec une casquette sur la gauche. Merci beaucoup, bonsoir. J'enlève la casquette. Bonsoir tout le monde. Je voulais réagir un petit peu sur ce qui avait été dit il y a à peu près une demi-heure sur notre démocratie ou une soi-disant dictature. Je voudrais rappeler que, comme l'a dit la dame au premier rang, il y a démocratie et démocratie. Personnellement, je comprends quand des gilets jaunes emploient des termes assez durs pour parler de la France et estiment qu'il n'y a plus de démocratie en France. Quand vous peinez à terminer les fins de mois, évidemment, et qu'en parallèle, vous voyez qu'à Paris, des gens perdent des yeux tous les jours à cause des violences policières, et quand on voit la loi anti-casseurs qui se met en place, évidemment qu'il y a de quoi réagir. Chacun de nous, on a un peu réagi sur notre propre vie, donc je vais faire un petit peu pareil, et je vais me permettre de parler de ma propre vie. Je suis étudiant en droit, j'essaye de terminer mes études de droit, mais c'est difficile parce qu'il faut un peu d'argent. Et je viens d'une famille qui n'est pas aisée, au contraire. Mes parents ont travaillé toute leur vie, ils sont à présent au chômage et ce ne sont pas des assistés. Quand j'entends le terme assisté, j'ai envie de pleurer. Et mon père a travaillé toute sa vie pour le même patron, toute sa vie, c'est-à-dire qu'il a commencé à 16 ans, il a terminé, il en a 59, et son patron n'a pas souhaité attendre qu'il soit à la retraite. Donc à présent, mon père enchaîne les intérims, il galère concrètement, et ma mère, qui, elle, a continué de travailler, s'est cassé le dos et ne peut plus travailler à présent. Concrètement, elle touche 0 € par mois. Donc 0 € par mois. Ce ne sont pas des gilets jaunes, ils n'ont même pas la force d'aller sur les ronds-points, ce sont juste des gens désespérés. Et alors, évidemment, il faut comprendre quand des gens désespérés parlent de dictature en France. Il ne faut pas leur sauter à la gorge, parce qu'évidemment, on connaît la Chine, évidemment, on connaît la Corée du Nord, évidemment qu'on connaît tous ces pays, mais évidemment, on emploie des mots forts quand on est désespéré. Et là, c'est le cas, et c'est notamment le cas des gilets jaunes, donc moi, je le comprends. La deuxième chose que je voulais aborder, et c'est plus pour revenir sur le débat sur la thématique de la soirée, la citoyenneté et la démocratie, je voudrais aborder un petit peu notre rapport à la politique actuellement. Et quand je vois la salle, je ne vois pas énormément de jeunes de moins de 25-20 ans, et c'est un peu triste, mais je pense savoir d'où ça vient. Concrètement, on a
beaucoup d'abstention, on en parlait tout à l'heure, on parlait du vote blanc, mais avant de parler du vote blanc, avant de parler d'un vote obligatoire, avant de parler du RIC, avant de parler de la proportionnelle, avant tout ça, moi je voudrais qu'on parle de l'honnêteté de nos dirigeants, de nos hommes politiques. C'est-à-dire qu'à présent, lorsque l'on vote pour quelqu'un, on n'est pas sûr que cette personne, cet élu, tienne parole. Moi je suis palois, donc je suis désolé M. Bayrou, je vais prendre l'exemple palois. Je n'ai absolument rien contre vous, je serais né ailleurs, je prendrais un autre exemple, mais je ne suis palois, le fait est là. En 2014, on avait plusieurs candidats. L'un d'eux a été élu, ce fut vous. Vous aviez promis, par exemple, de ne pas vous présenter à la présidentielle ni d'être ministre. Vous aviez promis d'être focalisé sur Pau, sur ce territoire local. Cette promesse n'a pas été tenue. Un deuxième exemple, vous avez... Peut-être, moi je veux bien qu'on fasse de la polémique sur... C'est pas de la polémique. Mon compte. Je prends un exemple. suis désolé de vous dire, je n'ai promis qu'une seule chose, qui était de ne me présenter à aucune autre élection. Et j'ai respecté scrupuleusement la parole que j'avais donnée là. Évidemment, parce que mais vous maniez les mots mieux que personne, M. Bayrou, et non, mieux que moi. Je évidemment. ne manie pas les mots mieux que vous. Je veux simplement, veux simplement de l'honnêteté et de la sincérité. On en veut aussi. Je Voilà. prends un autre exemple, le bus tram. C'est un deuxième exemple. Le bus tram, vous aviez fait campagne contre, évidemment. Donc, si, vous aviez fait campagne contre, M. Bayrou. Actuellement, dans quelques mois... Excusez-moi. Non, mais excusez-moi, on va s'arrêter. Parce que, non, n'essayez pas de hurler. Je suis le premier à avoir présenté un bus tram. Et ici, il y a suffisamment de gens, j'espère sincères, qui pourront oui, en attester. Je parle de la campagne. Sur la campagne, j'ai dit que je n'accepterai pas le trajet du bus tram qui avait été dessiné, parce que ce trajet du bus tram, il stérilisait tout le quartier de la République en interdisant la circulation aux voitures. Et j'ai changé cela. Et je ne pouvais pas faire une autre promesse parce qu'il était impossible. Exactement. Il était impossible. On savait pendant la campagne qu'il était impossible de revenir là-dessus, mais je vous promets, mot pour mot, vous avez dit qu'il faudra reprendre les. Il faudra reprendre. Je sais très bien, puisque l'engagement qui avait été pris par mes prédécesseurs faisait qu'il était totalement impossible de changer la décision de création. J'ai changé l'itinéraire du tout au tout, j'ai changé l'équipement, on a créé le premier bus à hydrogène du monde, mais il n'est pas vrai que cette affirmation soit fondée. Ce n'est pas vrai. À mon sens, oui. Hein ? C'était absolument pas... Bon, pour terminer, l'idée principale, c'était évidemment pas d'attaquer vos promesses et ensuite vos actes, c'est absolument pas ça, j'ai rien contre vous. L'idée initiale, c'était de rappeler qu'on a besoin d'honnêteté, on a besoin de loyauté et on a besoin de croire en nos élus. Sans ça, vous aurez le même taux d'abstention que l'on a eu en 2017. Merci. Oui, je voudrais revenir donc sur les questions de l'objet de cette réunion, démocratie et citoyenneté, pour reprendre quelques points dont certains ont été abordés. La proportionnelle intégrale, je voudrais quand même rappeler un argument qui est celui d'un pays du Moyen-Orient qui est très présent sur la scène internationale et qui est dominé par des minorités. La proportionnelle intégrale, ce sont les minorités qui font la politique, qui cloisonnent les débats. Le pays auquel il est fait allusion, c'est Israël. Bien sûr. Et le Premier ministre d'Israël, Shimon Peres, que j'aimais beaucoup, quand j'étais très jeune, il m'a dit un jour, tu comprends, en Israël, c'est pas le chien qui remue la queue, c'est la queue qui remue le chien. C'est ce qu'il voulait dire. Bon, voilà. Donc, un exemple. Vote blanc, je pense qu'il faut développer, accepter le vote blanc. Il faut mettre un seuil pour
définir que s'il y a trop de votes blancs, ben l'élection est invalide et il faut repartir. Et le vote blanc est en lien avec le droit de vote. Le droit de vote, ça a été acquis pour les femmes en 1945. C'est pas si vieux que ça. Il faut savoir que c'est un droit et que ce droit, il donne des devoirs. Quand on a un droit, eh bien, il faut l'appliquer. Et n'oublions pas que pendant 5 ans, la France n'a pas eu le droit de vote. Les Français n'ont pas eu le droit de vote. Donc, moi, je ne suis pas pour le vote obligatoire et je voudrais qu'on développe l'argument du fait que c'est un devoir et que nous sommes appelés à le remplir, à le tenir. Et le vote blanc permet justement à chacun de s'exprimer. J'ai 2 autres points qui concernent la moralisation de la vie politique. La dernière réunion, il a été beaucoup critiqué, le salaire, les indemnités des élus, etc. Alors, moi, je fais des propositions. La rémunération d'un élu au Parlement soit celle d'un cadre dirigeant, un contrôle strict des indemnités parlementaires, la suppression des frais de mandat et, ce qui n'a pas été encore évoqué, la création d'une indemnité de fin de mandat, de telle sorte que quelqu'un qui va s'engager pour un temps en politique puisse retrouver, de la même façon que quelqu'un qui perd son emploi a une indemnité, eh bien que lui puisse se reconvertir et éviter ainsi qu'il y ait des professionnels de la politique. Une autre proposition concernant la moralisation de la vie politique, c'est ce qu'on constate souvent, que quelqu'un est élu sous une étiquette et puis qu'en cours de mandat, il change d'étiquette. Alors ça, c'est absolument inadmissible. J'ai écrit plusieurs fois à des hommes politiques qui ont eu cette pratique. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc quelqu'un qui veut quitter l'étiquette sous laquelle il a été élu, eh bien, il doit se représenter, il doit revenir devant les électeurs et pas dire simplement « je change de boutique parce que monsieur untel ne me plaît pas ». Voilà. Alors, j'ai maintenant une dernière intervention qui est liée à la fois à ce que nous vivons de ces réunions et à l'actualité politique qui parle actuellement d'un projet de référendum. Alors, si vous voulez bien transmettre la lettre que je vais lire à Monsieur le Président de la République, elle n'est pas très longue. Monsieur le Président, depuis son lancement, on s'interroge toujours sur les retombées à attendre de ce grand débat national auquel nous sommes cependant heureux de participer. Alors, je rejoins un peu M. d'Artigol, d'ailleurs, dans ce qu'il a dit tout à l'heure. En effet, nous restons dubitatifs sur la façon dont nos dirigeants, vous-même, Monsieur le Président, les ministres, membres du gouvernement ainsi que le Parlement, sauront traduire en décision pour le court, le moyen ou le long terme, après en avoir posément étudié leurs incidences budgétaires, sociales ou institutionnelles, donc étudier toutes les contributions exprimées. Et ces contributions, bon, je ne vais pas les décrire, on les a vues ici. Or, voici qu'avant même que ce débat national ne soit terminé, que tous ces éléments ne soient récoltés, triés, hiérarchisés, voici qu'est lancée, quasi officiellement, l'idée d'un référendum. Le principe de soumettre à l'approbation des Français des propositions en réponse aux difficultés actuelles peut certainement être soutenu. Mais c'est son échéance qui interroge. Qu'or, sauf à dire que les conclusions du débat national sont déjà tirées, et donc que celui-ci n'a plus de sens, les questions à soumettre à référendum ne peuvent être arrêtées dès maintenant. Donc, pour être crédible, pour tenir compte des délais institutionnels et ne pas interférer avec un autre scrutin majeur pour l'avenir, la désignation des députés européens, je partage l'opinion qui a été émise tout à l'heure sur l'importance de l'Europe. Ce scrutin est fondamental. Donc,
un référendum ne peut intervenir au mieux avant la mi-juin. Si une annonce officielle devait intervenir prochainement, elle ne peut être que dans ce sens-là. La poursuite du débat national n'en sera que renforcée, ainsi que la confiance dans l'exploitation des résultats qui en sera faite. Nous sommes certainement nombreux à partager cette opinion et nous ne doutons pas, Monsieur le Président, que vous serez sensible à nos arguments. Donc, si vous voulez bien, Monsieur Bayrou, en tout cas, transmettre cette lettre. Ce que vous avez exprimé là, c'est mon avis aussi. Donc, voilà. Le monsieur en noir derrière toi. Merci. Bonsoir à tous. Je répète que tout le monde aura la parole, sauf moi qui n'aurai plus de voix d'ici la fin de la soirée. Bien, le problème de l'abstention rejoint la question que je souhaite vous poser depuis tout à l'heure. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes a fait réagir nos dirigeants politiques face à la détresse d'une majorité de nos citoyens. À mon avis, entre la présidence de la République et son gouvernement et l'ensemble des citoyens, il y a quand même des élus intermédiaires qui sont justement élus par le peuple pour faire arriver aux oreilles du gouvernement mais les revendications, etc. Et ce mal-être qu'une majorité de citoyens vivent à l'heure actuelle. Donc, vous avez été membre d'un gouvernement par le passé, vous en connaissez le fonctionnement. Peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ce fonctionnement cette non-réponse insistante aux revendications de plus en plus poussées à certaines périodes de la vie de nos citoyens. Oh, je risque une réponse en quelques phrases. Pourquoi il n'y a pas eu de réponse assez tôt? Parce que c'est un mouvement complètement inédit. Et c'est un mouvement complètement inédit. Il y a des décennies qu'il est sans exemple. Mais il y a une chose certaine, c'est que c'est un mouvement dont les questions viennent de très très loin. 20 ans, 30 ans, 40 ans, que ces questions-là n'ont pas été formulées ou quand elles l'ont été, n'ont pas trouvé de réponse. Et donc le monde classique de la représentation, le monde médiatique, a été complètement surpris par ces manifestations ou par ces images et se trouve encore aujourd'hui sans réponse. Je vais dire quelque chose qui va me faire mal voir, mais les questions sont très mal définies aussi. Il y a multiplication. Écoutez, cessez de hurler, s'il vous plaît, on n'est pas à la foire. Et moi, j'ai plus de voix. Et donc, je dis que ces réponses-là, ces questions-là elles-mêmes, n'ont pas été organisées. C'est très difficile. Il y a autant de questions que de gens qui participent. Il y en a des centaines, et ça ne s'organise pas. Et j'espère que le débat va permettre de dégager des blocs de questions. Ce soir, on traite un bloc de questions, qui est la représentation. Voilà. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur justement l'exploitation de tout ce qui est dit dans ces assemblées, parce qu'il y a ici à Pau, mais il y a à Paris, il y a à Lyon, à Bordeaux, dans tout un tas de petites villes un peu partout en France. C'est quand même quelque chose de colossal comme information qui est exprimée là. C'est un très grand succès, oui, c'est un très grand succès. Et j'arrive pas à imaginer une seule seconde qu'on puisse exploiter tout ça en l'espace de 2 mois.
Donc c'est pour ça que je rejoins monsieur, et j'irai même encore plus loin. Je trouve absolument pas possible, même à la mi-juin, d'exploiter convenablement tout ce qui est dit. Pour moi, c'est tellement riche ce qui est dit dans ces assemblées que ça doit prendre peut-être 1 an, 2 ans, etc. Ça veut dire qu'on doit distinguer le temps court, qui est celui de la réponse qu'attendent là le mouvement, les gens qui participent au mouvement des Gilets jaunes, et le temps long, qui rejoint ce que vous disiez, les choses qui sont très profondes, qui nécessitent du temps à analyser, à proposer. Et deuxième chose, je ne pense pas que ce soit une commission, quelle qu'elle soit, qui puisse absorber toute cette masse d'informations. Pour moi, Monsieur, je signe des 2 mains. Je ne vois pas la légitimité de quelque commission que ce soit. Donc pour moi, ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent s'emparer de l'extraction de toutes ces informations. Donc on peut très bien imaginer que sur un espace de plusieurs années, il y a, vous appelez ça comme vous voulez, une assemblée de citoyens désignés dont le travail c'est d'exploiter ces choses-là, et qu'au bout, il en ressorte des propositions, que ce soit constitutionnelles, de loi, de tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas laisser ce travail-là à une commission quelle qu'elle soit. Les citoyens doivent traiter ces informations, s'emparer des débats eux-mêmes. Mon deuxième point, on parle beaucoup de la représentation et du fait que les gens ne se sentent pas représentés par les élus, où qu'ils soient, n'importe où. On dit très souvent qu'à l'Assemblée, les professions libérales, notamment, sont surreprésentées par rapport à l'ensemble de la population française. Peut-être qu'à un moment, il faudrait réfléchir à une autre clé de répartition. Là, les députés sont élus sur des bases un peu de démographie. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une autre clé de répartition sur la situation socio-professionnelle des gens. Pourquoi ne pas avoir des listes, par exemple, des chômeurs, des professions libérales, du tertiaire, des chefs d'entreprise, etc., et que par département, on élit dans des collèges. Dans les élections professionnelles, c'est un peu ce qui se passe. Il y a 3 collèges, mais pour l'Assemblée, la représentation nationale, pourquoi ne pas imaginer une clé comme ça où on aurait des paysans, des médecins, des chômeurs, etc. à l'Assemblée, ce qu'on ne voit plus dans les proportions satisfaisantes actuellement. Et là, les gens pourraient se sentir représentés parce qu'ils auront des gens qui leur sont proches, qui connaissent leur quotidien et qui pourront porter leur parole à l'Assemblée. Ça, c'est un autre point. Mon dernier point s'adresse aux invités qui représentent les médias. Là aussi, on a un problème de représentation. Parce que le travail des journalistes de terrain, pareil, il est colossal. Mais la façon dont ils sont représentés là où c'est visible, c'est-à-dire dans les médias nationaux et trucs comme ça, cette masse de travail, excusez-moi, elle est captée par un certain nombre de gens qui se multiplient sur les plateaux télé. On ne voit qu'eux. Et très souvent, on a l'impression qu'ils sont plus des porte-parole du pouvoir en place, pas forcément celui-là, mais c'est arrivé avant, ou des services après-vente un peu de ce qui est dit ici ou là. Donc les journalistes ont aussi un problème de représentation et de pluralisme d'opinion exprimée dans les médias les plus importants, les plus visibles, donc à la télé, à la radio peut-être un peu moins, et dans certaines journées. Voilà. Jean Marziou voulait poser une question. Oui, à ce stade de la soirée, et après des échanges tout à l'heure un peu chauds, hein, bon, verts au moins, il y a une question qui m'interpelle, et je rebondis à propos de ce que vous disiez, monsieur. Vous disiez que vous n'aviez jamais voté pour, mais la plupart du temps, voté contre. Est-ce qu'il vous semble qu'entre le souhait idéal et puis le souhait possible, raisonnable, puisse se former un compromis? En France, le compromis, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, parmi les valeurs citoyennes de notre République, la notion de compromis politique? Lequel compromis politique permettrait peut-être à l'Assemblée nationale de ne plus être dans un mode bipolaire, les pour, les contre, l'opposition, la majorité, mais peut-être faire avancer. Est-ce que ça serait, à votre avis, je pose la question, est-ce que ça serait, à votre avis,
une manière de faire évoluer à nouveau positivement les relations entre les citoyens et les élus qui les représentent.